Salut les marques et les smarts et bienvenue dans ce nouveau numéro du supplément SmackDown de Catch-Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Yerem et je suis accompagné aujourd'hui de Giscal. Salut Giscal. Salut Yerem, salut tout le monde. Alors, cette semaine, SmackDown avait lieu le 10 janvier 2017 à Baton Rouge en Louisiane. Au menu, un nouveau Miz Participation Awards est décerné. Dolph Ziggler se mue dans un mutisme assourdissant. Bray Wyatt toque à ta porte. Les American Alpha défendent leur titre. Et John Cena mange du loup solitaire à son goûter. Eh oui, ça on va beaucoup en parler ce main event parce que je pense qu'on va pas être d'accord. Ah, J'en sais rien en fait. ouais, on ne sait pas, pourquoi tu présumes comme Ah, ça? je sais pas. Bon, alors, ce numéro s'ouvre avec Dean Ambrose, votre nouveau champion intercontinental. C'est l'Ambrose Asylum ce soir, le premier de l'année, hein. Ouais. Et oui, Dean Ambrose a une petite nouvelle pour aller avec ça. Il sera au Royal Rumble match. Donc, il a inscrit son nom hein, dans la liste des 30 participants, puisqu'il y en aura bien 30. J'avais lu un moment qu'il y en aurait 40. Non, il y en aura 30. Ouais. Ça sera 30, classique, tant Ouais. mieux. On va avoir du bon. Hein. Ça va être, avec ce Ouais. super roster là, ça va être difficile de placer des jobbers et des vieux, etc. On en reparlera dans peut-être le Go Home Show, mais ça va être du lourd. Exactement. L'invité de Dean Ambrose ce soir n'est nul autre que l'ancien champion intercontinental, hein, le Miz. Et Et oui. oui, le Miz donc qui débarque tout de noir vêtu, hein, comme à chaque fois qu'il n'est plus le propriétaire de la ceinture blanche, donc jour de deuil, accompagné évidemment de Maryse, tout de noir vêtu également. Le Miz hein, qui dit à Dean Ambrose que voilà, il lui reproche de salir, de ternir le titre un peu plus chaque jour. À chaque jour qui passe, le titre est éterni par Dean Ambrose. Et en plus, là maintenant, tu nous annonces que tu vas au Royal Rumble, mais tu vas également ternir le Royal Rumble de par ta présence. Hein. Et ben moi aussi, hein, j'annonce que j'y serai, donc on peut rajouter le Miz dans la liste des invités. Tout le monde a bien vu là, il rappelle, le Miz rappelle à notre bon souvenir la semaine dernière les actions de Dean Ambrose qui ont notamment conduit à sa victoire. Et il dit voilà, tu as influencé, tu as usé de ton influence sur l'arbitre hein, pour gagner. Mais avant que je t'attaque en justice pour de longues années au tribunal, donc je veux t'épargner tout ça. Je te propose que tu... Alors je n'ai pas compris à ce moment-là s'il proposait un rematch ou de récupérer directement la ceinture. Il proposait tout simplement, en effet, que Dean Ambrose lui rende sa ceinture, voilà, D'accord, bon qu'il fasse le bon geste, donc écoute, effectivement, ça évite en plus d'avoir à se battre. Ouais, ça évite de la barbarie inutile. Voilà, le Miz est un homme qui sait se tenir, voilà, de la haute. Donc le Dean Ambrose répond, tu as raison, Miz, effectivement, hein, il a quelque chose qui appartient et je vais te le rendre. Mais évidemment, au moment où le Miz s'attend à récupérer ce qu'il estime être son bien, ce n'est pas la ceinture. Hein. Non. Dean Ambrose sort une petite pochette, un petit carton, et à l'intérieur, un Miz Participation Award. Et oui, ça faisait longtemps, hein, Giscard en avait parlé. Ah oui, On avait trouvé cette idée super. Enfin, surtout toi. Moi, je trouvais ça oui, cool. Et toi, super cool. c'est super Euh, cool. et donc voilà, donc le Miz reçoit, enfin le Miz et Maryse reçoivent tous deux un Participation Award, un Miz Participation Award. Donc évidemment les chants You Tried Ouais. retentissent hein, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. C'est sympa d'avoir essayé, sympa d'être venu. Le Miz évidemment goûte très peu hein, à cette plaisanterie et attaque Dean Ambrose hein, par surprise au moment où Maryse s'apprête, elle, à lui infliger une baffe à Dean Ambrose, qui à ce moment-là offert hein, au Miz. Miz maintient Dean Ambrose, il offre à Maryse pour qu'elle puisse lui placer une bonne baffe, hein, parce que depuis plusieurs semaines, les quatre, là, avec René Young, s'échangent des baffes à tour de rôle. Et évidemment, hein, ce qui devait arriver arriva. Dean Ambrose esquive, et c'est le Miz qui reçoit la gifle de sa Hmm. bien-aimée. Dean Ambrose en profite pour attaquer et donc s'en prendre
au Miz qui l'étale d'un Dirty Deeds, évidemment. Et oui. Et donc repartir victorieux, si je puis dire, avec la ceinture sur son épaule, en laissant donc Maryse seule avec son mari gisant et Howard qu'elle jette furieuse. Ouais. D'ailleurs, elle l'a balancé, le truc a rebondi je ne sais où parce qu'il Oui, a disparu c'était un peu totalement de choc. l'écran. Je pense que voilà, un spectateur a dû le recevoir dans la tronche. Peut-être le même qui avait reçu la porte de la voiture. Je crois que c'était il y a plusieurs mois de ça, qui c'était Brock Lesnar qui avait balancé une portière de voiture dans le public. Ça Une commence portière ça commence à dater, mais faire attention qu'on insiste Ouais, t'as peut-être raison, il avait balancé un truc, ouais, c'est Ouais, il vrai. avait démonté une voiture, je crois. Ouais, t'as peut-être raison, ouais, ouais. Et il avait balancé comme ça la portière et un spectateur avait failli se la prendre sur la tronche. Ouais. Tout comme on peut se prendre des chaînes dans la tronche lors des matchs. Faut faire attention qu'on est au premier rang. Ouais. Et voilà donc comment se termine donc cette première séquence qui n'aura pas d'autres répercussions dans le show, si Non. je dis pas de bêtises. Non, non, absolument. Alors, qu'en as-tu pensé, mon petit Giscal, là, de cette introduction, ce premier Asylum 2017? Bah, pas mal ce petit Asylum. Comme tu dis, déjà, pas d'implication sur le reste du show, c'est assez original. On a plutôt l'habitude d'avoir des segments d'introduction qui bouclent le main event ou entraînent, enfin, ou sont là pour teaser un peu un match un peu plus tard dans l'émission. Donc là, c'est vrai que c'était un peu original. C'était vraiment juste un petit segment introductif pour faire avancer toujours cette histoire, mais sans plus de choses. Donc c'était comme souvent à SmackDown, pas trop long, donc juste la bonne durée. J'ai trouvé que c'était bien. On continue à faire monter la sauce entre les deux. Le petit Participation Award est très bien vu. Dean Ambrose était excellent dans son rôle. Avec le petit You Tried en lui tendant la main pour qu'il la serre. Bon, ça n'a pas pris. Moi, j'aime beaucoup les échanges du Miz. En fait, j'aime bien les échanges de heal un peu ridicules quand c'est volontairement surjoué à l'extrême, quand Ambrose dit oui oui j'ai quelque chose à toi, je vais te le rendre et tout, et que le Miz dit genre je savais que tu allais revenir à la raison, merci Dean, t'es un bon gars, j'en étais sûr et tout. Genre c'est marrant ce sorte de mauvais acting mais qui du coup devient du bon mauvais acting. Je trouve que c'est assez drôle. Donc bon voilà, écoute, bon petit segment. Ça nous confirme avec l'entrée du Miz au Royal Rumble que nous n'aurons pas de match pour le titre intercontinental au Rumble a priori, ce qui est généralement le cas, hein. Il y a très rarement des matchs pour les ceintures secondaires au Rumble, donc c'est plutôt logique. Et puis c'est vrai qu'avec ces deux ajouts-là, comme tu as dit, il va y avoir du beau monde au Rumble cette année, hein, parce que on en parlait un petit peu sur le forum, mais là le top tier du Rumble, il est quand même ultra chargé cette année, parce qu'on avait déjà Goldberg, Brock Lesnar, Jericho, Strowman, Rollins, Corbin la semaine dernière, l'Undertaker la veille, et puis maintenant on a Dean Ambrose, on a le Miz. On va avoir un peu plus tard dans l'émission, non, c'était à Talking Smack, donc on peut peut-être en parler, mais il va y avoir Dolph Ziggler qui va annoncer son entrée aussi. Donc Je crois ça que fait quand même. les New Day, je crois, hein. Je sais pas si tu Il y les as avait le listés. New Day aussi, t'as raison, le New Day. Donc ça fait Donc déjà 3 de plus. on a déjà une douzaine de très très beaux niveaux. Plus après, on sait qu'il va y avoir des retours surprises, choses comme ça. Donc on a quasiment la moitié du Rumble qui est quand même assez sexy. Donc ça annonce de belles choses. Et puis petite digression, mais Je t'en prie. vu qu'il va être au Rumble, moi j'avais une sorte de pas de fantasme, mais je verrais bien le Miz au Rumble rentrer plutôt vers la fin avec la musique de Daniel Bryan. Et je verrais bien un truc comme ça pour faire se soulever le public et s'attirer une hit de ouf derrière, parce que je pense que si jamais on entend la musique de Daniel Bryan au Rumble, ça va être l'hystérie. Donc j'aurais bien vu ça dans le style, puisque si la fête se termine, voilà, pour continuer toujours ce fil rouge avec le GM. C'est mon petit prono un peu foireux, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Ah, l'entrée du Miz sur la musique de Daniel Ouais, Bryan. Ah ben non, mais attends, exactement. moi je te suis, hein, j'y ai pensé aussi, donc Ah ouais, moi je pour trouverais moi ça, il ça faut le génial. faire, il faut le Ouais. faire. Alors, donc Donc voilà. effectivement, voilà, on construit. Ce qui est bien, c'est comme tu l'as dit, on construit aussi le Rumble. Ouais. Les prétendants se font connaître. Donc ça c'est bien mais profiter de ces rivalités pour aussi builder le pay-per-view, car comme tu le dis, tous les ceintures ne seront pas défendues.
On va enchaîner sur la division féminine, si tu veux bien. Je vais encore faire un Allons-y. package comme la semaine dernière, parce que en fait, Faisons. on a retrouvé les 3 mêmes rivalités cette semaine. Oui. Alors, la première, Nikki Bella et Natalia. Donc, elles ont un match ce soir. Évidemment, Natalia attaque Nikki dans les vestiaires, dans les couloirs avant le début du match. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu dommage. Elle s'est contentée de lui mettre un bon coup de poing et puis c'est tout. J'aurais bien aimé Ouais. un peu plus, toi, de grosses Un bastons, petit quoi. avertissement. Ouais. Bon, pourquoi pas. Donc, Nikki est évidemment blessée, mais elle est remontée comme jamais. Mais la cloche, je vous parlais d'un match, mais la cloche, en fait, n'aura jamais le temps de sonner, puisque les deux rivales, s'empoignent directement donc à l'extérieur du ring. Big Boot, un moment de la Canadienne. Natalia, vraiment, fait parler sa puissance. Elle veut vraiment détruire Nikki. Nikki qui tente de se sauver, Natalia, elle tente après de se sauver. En fait, c'est assez étrange. Ses intentions sont assez étranges. Elle veut à la fois la passer à tabac, mais à un moment, elle veut se sauver à travers le public. Donc, bon, alors Oui. que le boulot n'est pas terminé. Mais bon, donc les deux continuent. On fait appel à 4 arbitres quand même Quatre pour arbitres. Eh oui. sont nécessaires à leur séparation. Enfin, leur séparation, ils se contentent d'être autour et de leur dire non, attendez, arrêtez. Évidemment, le public a payé pour voir les filles se mettre sur la tronche. Donc, il y a des chants Let them fight Ouais, qui retentissent. c'est rare. Ouais. C'est rare. Ça repart à la charge. Et la séquence se termine quand Natalia finit par rejoindre les vestiaires, abandonnant donc la petite copine de John Cena. Puisque John Cena est toujours et encore au cœur de cette rivalité, si je puis dire. Voilà, parce que ça c'est parfait. C'est comment dire, de la provocation pré-mâchée pour toute personne Oui. s'en prenant à Nikki Bella désormais. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on enchaîne sur la Comme suite? tu veux, on peut faire une synthèse des trois à la fin. Ça roule, on va faire comme ça, t'as raison. Alors, du coup, ah oui. Je sais pas si c'était beaucoup plus intéressant. Carmela avait un match ce soir. Je vous rappelle que Carmela est désormais accompagnée de son valet, puisque on peut Oui, plus un valet qu'un manager quand même. Absolument. James Ellsworth. Ce soir, elle a un match contre une no-name. Alors c'est marrant parce que je m'étais fait la réflexion, alors qui est grimée n'importe comment. Oh là là, horrible. Elle a un accoutrement digne des catcheuses il y a 40 ou 50 ans. Ah, complètement. Ouais. Avec la petite mise en pli, genre elle se vient de sortir de chez le coiffeur, donc ça fait un peu vieille mamie, même si cette catcheuse a visiblement est dans sa vingtaine passée, on va dire, et je m'étais fait la réflexion, tiens, on dirait Mei Yang. Et j'étais pas le Il y avait seul, un puisque peu, il y avait je crois que c'est JBL ou un des commentateurs a également fait cette remarque. Et il y avait vraiment dans le style, Oui. elle était toute recroquevillée, elle avait du mal à marcher, bon... J'espère pour elle que c'était un gimmick. Le body un peu là. Ouais, voilà, dans ce body qui fait un peu le... Spandex, Voilà, horrible. c'est ça. Bon, un match assez pitoyable avec une intervention de James Ellsworth qui va permettre une fois de plus à Carmela de remporter la mise. Il y a eu un énorme botch en plus avant la prise de soumission là. Voilà, horrible. C'était assez c'était mauvais. Ouais, c'était mauvais. Troisième acte de la division féminine avec une séquence backstage avec Daniel Bryan et Becky Lynch qui tentent de résoudre le mystère de la luchadora. Oh. Qui est sous ce masque à ce moment-là, intervention d'Alexa Bliss qui tente de mettre un peu un terme à ces tentatives un peu répétées de la rouquine d'obtenir un nouveau titre, un nouveau match pour le titre. C'est peine perdue puisque le GM annonce un match justement pour le titre la semaine prochaine dans une cage d'acier pour éviter toute intervention de la luchadora, même si on sait que c'est pas ça qui arrête. Généralement, C'est limite, ça les attire en fait, ces cages d'acier. ça pousse à l'intervention extérieure presque. Évidemment, Alexa Bliss n'est pas contente de cette nouvelle, alors que Becky Lynch est là, you are the man, en parlant de Daniel Bryan, voilà, elle est prête à en découdre. Voilà, moi perso, je préfère ce côté-là de Becky que ce côté un peu trop parfois rigolard, mais voilà. Alors, cette division féminine qui, une fois de plus, Giscard,
à laisser du temps d'antenne aux 3 rivalités en cours, Ouais, en sachant que sur les 3, il y en a une pour le titre, il y en a une autre qui est plus de la mid-card avec Nikki Bella, Natalia, ouais, ouais. les anciennes divas, on va dire, qui se mettent sur la tronche. Et puis en C'est plus, ça qui est cool. Carmella. Est-ce que cette tambouille-là, ça fonctionne encore cette semaine par Écoute, rapport à la semaine dernière? moi, ça, dans l'ensemble, au global, j'ai trouvé ça plus solide que la semaine dernière. J'ai trouvé que c'était un peu plus cohérent, un peu mieux fichu sur les 3 segments. Bon, alors dans l'ordre, Natalia et Nikki, ils ont pas mal rattrapé la grosse bouse de segments micro qu'il y a eu la semaine dernière avec un super package vidéo. Oui, Il y avait un alors, package. Il y ils avait ont un vraiment package du de leur talent, hein, les rivalité. mecs. Non mais les mecs sont forts quand même parce que ils ont réussi à te faire un package de ouf en mode on avait l'impression qu'ils hypaient la plus grosse feu du début d'année, un truc de fou. Donc du coup ça marchait pas trop mal. Et puis bah à côté de ça c'était une bonne grosse brawl des familles. Voilà, on est sur du classique. Elles s'aiment pas, elles se foutent sur la tronche. En plus, c'est plutôt habile d'un point de vue de booking vraiment standard parce que on évite de donner un match au public, ce qui est trop souvent le cas chez les filles. Souvent, bah, finalement, les affrontements un contre un interviennent assez tôt dans la rivalité et sont rarement gardés pour les pay-per-view. Là, finalement, c'est un moyen assez habile d'éviter ça et de prolonger encore d'une semaine, de faire monter l'intensité et tout, donc c'est pas mal. Bon, voilà, c'est correct, ça intéressera ceux que ça intéressera, mais c'est mieux. Pour Carmella et James Ellsworth, bon, le match était malheureusement pitoyable. C'est vrai que c'était extrêmement mauvais. Là, pour le coup, en plus, ça marchait pas au niveau de parce qu'il bouquait le match d'une façon que bon bah l'autre c'était évidemment une jobbeuse et Carmella l'a dominé au niveau de la puissance alors que ça n'avait pas trop de sens puisque Carmella elle est montée comme un coton-tige là alors que la jobbeuse elle était plutôt costaud quoi donc elle était non, mais elle était quand même assez balèze, donc ça avait pas trop de sens de voir Carmela Apportez-moi la dominer. le directeur de casting immédiatement. Ouais, ça avait pas trop de sens de la voir la dominer en puissance pure. Le botch à la fin est horrible parce qu'en fait elle veut lui mettre une sorte de leg sweep vers l'avant, mais l'autre elle tombe vers l'arrière. Enfin, c'était juste horrible. On va dire que le seul point positif de tout ça, c'est que l'angle derrière qui voudrait que Carmella en fait se serve un petit peu de James Ellsworth pour en fait parce que c'est vrai que depuis qu'elle est avec James Ellsworth, Carmella gagne des matchs. Je pense que c'est un peu ça l'idée sous-jacente. Oui. C'est que voilà, James Ellsworth l'aide à gagner des matchs, donc du coup elle le garde un petit peu. Et derrière, bon bah voilà, on aura peut-être un heel turn méchant parce que bah voilà, elle lui dira non, j'étais pas là pour toi, je me servais de toi, patati patata. Bon voilà, c'est une petite faute de Locard. Et par contre, Becky Lynch, Alexa, je pense que c'était vraiment très bon cette semaine. C'était juste un petit segment micro, mais Mm. c'était vraiment pas mal. Notamment le booking du match en cage, en fait, qui était vraiment et qui démontre d'une certaine façon aussi pourquoi SmackDown est vraiment un show à l'écriture simple et efficace et beaucoup plus efficace que Raw. C'est qu'en fait, bah là, on a tout simplement un booking d'un match de stipulation avec de la logique, puisque bah finalement, il y a toute cette enquête autour de la luchadora, avec des interventions extérieures. On veut savoir qui c'est, mais bon, en même temps, on a besoin de faire avancer le GM a besoin de faire avancer cette rivalité, d'avoir un title shot clean. Donc du coup, bah, la stipulation du steel cage s'impose d'elle-même. En fait, on a des différends à régler et des raisons claires pour booker ce match, donc on le book. On n'est pas là en train de nous dire que c'est pour l'histoire, que c'est un match dangereux et que les filles devraient pas y être Ouais. parce qu'elles sont trop fragiles ou des choses comme ça, et que c'est pour l'histoire et que Eddie Guerrero c'est mon modèle et que patati patata et tout. Non, là c'est clair, c'est simple, c'est limpide, c'est booké. Les filles sont traitées exactement comme si c'était des mecs et c'est nickel. Mm. Donc ça marche vachement bien. Et puis un dernier petit truc, mais sur Alexa Bliss, j'ai bien aimé. Je trouve qu'elle avait un petit peu le registre du Miz dans ses interventions, où exactement ce que je disais en début d'émission, où genre ce bon mauvais acting quand elle vient justifier à Daniel Bryan. Pourquoi est-ce qu'elle était venue grimer en luchadora la semaine dernière? Oui, mais c'est parce que je menais ma propre enquête, je voulais me déguiser pour découvrir qui était la vraie luchadora, donc on m'a pas laissé le temps de découvrir que Becky Lynch m'a attaqué et tout ça. Moi, j'ai trouvé Mauvaise ça, foi spotted. voilà, j'ai trouvé ça de la pure mauvaise foi où genre elle y croit mais personne y croit, donc du coup c'est très drôle, donc voilà. Oui. Dans l'ensemble, voilà, je trouve ça excellent pour plein de raisons et pour moi c'est du modèle de booking efficace.
Bon, écoute, je pense que c'est vraiment la bonne chose à retenir, effectivement. Tu as raison quand tu parles effectivement de Raw et la différence en termes de limpidité d'écriture, de simplicité. Dans SmackDown, Ouais, les choses c'est juste s'amènent naturellement et exactement. c'est vrai ils ont pas à Raw, ils ont vraiment ce poids-là de la legacy. Enfin, il faut toujours Toujours vouloir créer du buzz, ouais, faut tout justifier, faut créer l'événement, etc. Mais il faut créer l'événement avant que l'événement ait lieu. Enfin, c'est pas l'événement exactement, qui voilà, crée le prestige, son propre prestige. c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, Ouais. à Et ce SmackDown, qui nous sommes fait des gens plus simples. tout simplement plus simple. Et puis, de petites choses, encore une fois, entre SmackDown et Raw, sachez que, je sais pas si c'était aujourd'hui que ça marquait Ah, la transition, Giscal mais Fact. le règne d'Alexa Bliss en tant que championne féminine est plus long que les 3 règnes de Sasha Banks en tant que championne féminine à Raw. Non, Si, et c'est un parallèle que sérieux? nous pouvons faire également avec le règne de AJ Styles, qui est plus long que les 3 derniers règnes de Roman Reigns en tant que champion. Alors là, Euh, je suis un peu presque moins étonné, mais tu as raison, c'est une super comparaison, quoi. Donc On c'est voit. voilà, c'est juste c'est des petites choses qui font que pour moi dans l'ensemble ça marche beaucoup mieux à SmackDown qu'à Raw, quoi. Prennent plus leur temps, les histoires durent, les règnes sont un peu plus longs, bon, à part celui de la Wyatt Family, mais les règnes sont plus longs, prend plus le temps et on a le temps de s'accrocher aux personnages, d'être derrière eux ou d'être contre eux, on comprend les Ouais, rivalités, les enjeux. c'est ça. C'est vrai que Arrow, c'est plus, tout est mélangé, c'est plus compliqué. Mm. Bon, bah justement, parler de la Franchement, Wyatt Family. eh ben, on va enchaîner. On va enchaîner. Ce soir, donc, on a le rematch officiel entre les American Alpha qui viennent donc défendre leur titre face à la Wyatt Family. C'est donc le rematch. Petite séquence backstage des deux côtés où American Alpha rappelle qu'ils n'ont pas peur de la Wyatt Family, même s'ils font peur, qu'ils les ont déjà battus une fois, qu'ils peuvent les battre à nouveau, il n'y a pas de problème. Les Wyatt, quant à eux, toquent sur une sorte de porte invisible et Randy Orton balance la catchphrase We here, c'est ça Ouais, cette fois-ci, c'est voilà. ça. Ouais, c'était Est-ce qu'il la semaine dernière c'était le Run et cette semaine c'est le We're est-ce Here. il l'a fait de façon encore décalée par rapport à la dernière fois, tu te Non, souviens? plus classique cette Ouais, c'est fois. plus Ouais. classique. Il s'est mis devant ses 3 comparses, genre. Ouais, comme ça, il était, en collant sa tête à l'écran, Tu sais, là, c'est We're comme Here. ces photos, les selfies que les gens prennent, et puis t'as un hamster qui Et la apparaît photo ou une bombée, là. marmotte. Ouais, c'est ça. Ouais. Une photo bombe. J'en oublie mes termes des 2013, quoi. C'était classique. Mes classiques de 2013. Alors, ce match, c'était un énorme match. Pour moi, le meilleur match de la soirée. Ouais. Je vais pas vous faire tout le déroulé, mais globalement, tout le monde a joué son rôle, à savoir Chad Gable à la technique, Jason Jordan pour le hot tag. Il est chaud bouillant, hein, Jason Jordan, hein, c'est incroyable. C'est Quand il impressionnant. rentre là, Impressionnant. Randy Orton toujours aussi méthodique, hein, et Bray Wyatt plus en force brute. Voilà, Ouais, ouais. maîtrise du combat. Et Luke Harper pour le méli-mélo, hein, pour l'embrouille finale évidemment, qui va coûter le match, hein, à la Wyatt Family, puisque si je dis pas de bêtises, c'est Randy Orton. Luke Harper était donc ringside et Exactement. Il est mince. monté aux abords du ring alors que Randy Orton se préparait pour son Hangman DDT là entre les cordes. C'est Il l'a ça. gêné une fois. Et puis en fait ils se sont embrouillés. Et puis Luke Harper est revenu une seconde fois pour encore une fois distraire Randy Orton malgré lui. Et il y a du coup Il était Chad poussé en Gable. fait, je crois, par Randy Orton un peu à Ouais, l'extérieur. c'est ça. Bon, Ouais. bon voilà, ça se chamaille un peu encore entre Luke Harper et Randy Orton. Il y a des gros moves. Tu parlais du Hangman DDT là, quand il Oh là là, parvient à le il a été planter. vendu d'une Chad façon. Gable est Ouais. planté littéralement, Ah, il a fait la chandelle, ouais. comme un arbre qu'on vient de planter là, boum. Ouais. Et qui s'est déraciné Qui se aussitôt. déracine aussi, il a fait un seuil, c'était incroyable. Et puis il y a eu plein de moves, des Il y a eu contres, encore des souplesses. c'est super contre des souplesses, hein, à ne plus savoir. Bray Wyatt à un moment, quand il se fait contrer là son sister Abigail par Ouais. ce Chad Gable, euh,
c'était pareil, d'une fluidité. C'est pas parfait évidemment, mais il y a une bonne alchimie là qui Bien. s'est construite entre les deux équipes. Pareil, Jason Jordan qui balance des close lines, pareil, bien solides. C'est un super match, vraiment le match de la soirée. Bref, post-match, Harper pète un plomb littéralement. Lui et Orton donc, sont prêts à en découdre. Hein. Bray Wyatt tente de reprendre le contrôle de la situation, hein, qui est devenue explosive. Ouais. Et à ce moment-là, Luke Harper veut frapper Randy Orton, il veut lui mettre un bon coup de pied comme il sait si bien les faire, un big boot. Mais évidemment, Bray Wyatt est sur le passage, c'est le gourou qui se le prend en pleine tronche. À ce moment-là, on dit ça y est, c'est fini. Mais non, Bray Wyatt arrive à prendre sur lui, à ne pas craquer. Il aboie, hein, sur les deux, hein, vraiment. Il gueule sur Randy Orton. Je veux pas de ça. Enfin, je sais plus exactement ce qu'il lui dit parce que c'est le brouhaha. Ouais, c'est un peu. Il dit il faut se calmer les gars, pas de ça maintenant, pas entre nous, nous sommes des frères. Le même genre de discours qu'il balance à Luke Harper. Mais c'est Bray Wyatt, hein, qui part un peu seul, Ouais. qui va rejoindre les vestiaires, laissant donc du coup Luke Harper et Randy Orton, les abandonnant à leur sort. Ouais. Là, on nous vend vraiment la dissension, hein, c'est devenu très électrique. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer, mon bon Giscal, là, pour cette Wyatt Family? Écoute, on ne sait pas, tout est possible. En effet, c'est très intéressant. Le seul problème, c'est chaque semaine, on a envie de dire que c'est presque plus intéressant que la feud entre guillemets autour des ceintures, et les ceintures passent toujours un petit peu derrière parce que cette feud prend beaucoup de place en fait. Hein. Tous les matchs sont plus des angles pour aboutir toujours à des avancées dans cette histoire, que vraiment une rivalité épique autour de la ceinture. C'est le seul défaut. Mais sinon, bah ouais, tout est possible. On était au bord de l'explosion, mais pas encore. C'était plutôt habilement joué, hein. Toujours ce petit teasing de rupture, mais jamais complètement consommé, puisque Bray Wyatt semble avoir vraiment une aura, un pouvoir sur les deux pour les garder encore un petit peu sous contrôle, mais on sent que même lui commence à vraiment s'agacer. Ouais. Ça devrait donner beaucoup de choses très intéressantes pour le Rumble, hein, cette histoire de famille avec dissension. Faudrait voir comment est-ce qu'ils vont évoluer lors du Rumble. Peut-être que ça va être le moment de la rupture, on ne sait pas. Est-ce que la Wyatt Euh, Family va encore réussir à sortir Brock Lesnar du Rumble on va sans voir, aucune on va voir. conséquence? Sans aucune conséquence, je ne sais pas. D'ailleurs, ce sera intéressant de voir s'ils croisent leur route aussi pendant le Rumble, s'il y a Un un petit petit suivi. rappel, un petit suivi de l'année dernière. Le Rumble, c'est souvent l'occasion de faire des petits fils rouges sur plusieurs années, ou des petits rappels d'anciennes feuds et tout, donc c'est assez rigolo. Donc on verra. Mais sinon, bah voilà, l'histoire continue d'être très plaisante. Tu l'as dit, meilleur match de la soirée sans problème. Bon, il n'y avait pas beaucoup de concurrence cette semaine quand même. Non. Meilleur match de la soirée, c'était un très bon match. J'ai pas trouvé que c'était le meilleur match des American Alpha, mais ça reste super solide. Et moi, j'ai envie de retenir en effet les hot tags de Jason Jordan. C'est juste waouh. Enfin, genre à chaque fois qu'il rentre dans le ring, tu sais que ça va Il être la folie. arrache son... Ah, il arrache son truc, il met des souplesses à tout le monde. C'est juste super impressionnant. C'est genre le roi du hot tag, quoi. C'est vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas vu un mec qui me mettait la pêche comme ça Il est en transe, hein, quand il ah, entre il est là. complètement en transe. Donc bah voilà, écoute, c'est très très efficace, ça marche bien, et puis bah on continue avec les Ouais. American Alpha Champions. Ouais, ça effectivement. Bon, peut-être comme tu dis, quelque chose qui va être bon à tirer, c'est que les deux vont probablement se séparer, hein, American Alpha et la Wyatt Ouais. Family. L'American Alpha, il va falloir trouver des nouveaux prétendants et je l'espère que ça va être l'occasion pour les Usos de revenir Ouais. dans la title picture, Title parce picture. qu'ils avaient vraiment fait un super boulot avec Ouais. leur heel turn. J'avais été un peu frustré moi de les voir louper le coche par rapport au titre. Mais bon, on peut pas, voilà, il faut faire des choix, Pas des et là, la Wyatt Family, effectivement, ça risque, voilà, ça va se régler entre eux, Ouais, probablement. je pense que la transition est faite là. La Ouais. transition est faite. J'espère juste qu'ils vont réussir à faire ce qu'ils avaient fait, souviens-toi, avec le Shield, où justement ils avaient réussi à tenir comme ça la dissension entre Mm. voilà, au sein de l'équipe pendant un bon bout de temps, hein, jusqu'à évidemment le heel turn, enfin la trahison fatidique de Seth Rollins, qui était
pas la personne à qui on pensait forcément. Bon là, voilà. Ah non. Donc voilà, de toute façon là c'est une équipe qui de toute façon c'est pas pareil que le Shield, hein. Ils sont pas soudés autant que le Shield l'était Non. à l'époque, mais voilà, s'ils peuvent faire tenir ça comme ça, pas trop longtemps non plus, à un moment il faudra bien aller quelque part, mais pour l'instant j'ai bien aimé effectivement que la façon dont ils ont traité justement la situation et qu'ils prennent leur temps une fois de plus, hein, SmackDown prend un peu son temps, Prends son temps, mais voilà. ça évolue chaque semaine. Il y a toujours un petit truc différent, Ouais. donc ça avance. Alors, et bah du coup, je crois qu'il nous reste plus qu'une chose. Non, deux. Deux, ouais. Deux choses. Deux, simplement deux. Simplement deux. On va commencer donc par la. Je sais pas si c'est la moins importante, mais bref, ça concerne Kalisto et Ziggler, puisque ce soir les deux ont un match, hein, puisque Ziggler a super kické Kalisto la semaine dernière. Oui. On a une interview backstage. Alors, je crois que c'est cette nouvelle intervieweuse qui arrête pas de botcher les noms. Ouais, je sais pas comment elle s'appelle. Ouais, mais bon. Bref, interview de Dolph Ziggler au sujet donc de ses agissements la semaine dernière, puisqu'il décapite les Mexicains, il s'en prend à des lutteurs noirs dans les vestiaires. Falloir s'expliquer là, hein, Oui, monsieur là, c'est pas Ziggler. normal, hein. Un blond aux yeux bleus qui fait ça en plus là. Non, non, Ouais, ça bah passe. blond pucereau, mais Ouais. justement, on connaît ses origines, on sait que t'as été blond dans une vie antérieure. Et là, Dolph Ziggler se terre dans un silence lourd, assourdissant, comme je vous le disais au début de ce podcast. Pendant une minute, on le voit vraiment. Je sais pas trop, il est prêt à pleurer ou j'en sais trop. Il en a gros sur la patate. Ouais, c'est plutôt pas mal joué d'ailleurs. Ouais, c'était pas trop mal, j'avoue. C'est pas évident hein, jouer ce genre de séquence hein, quand même, Non. sans que ça devienne trop ridicule. T'as la caméra qui zoome sur toi et tu dois faire passer 50 émotions différentes en même temps. Bon, Non, mais tu Dolzy, sentais un peu le mec déchiré, tu vois, genre, est-ce que vraiment il fait son heel turn, est-ce qu'il le fait pas, tu vois, genre, oui, là tu c'est- sentais que c'était pas les scénaristes qui pensaient, c'était le catcheur. Est-ce que je ouais, turn vraiment? est-ce que je vais vraiment heel turn? Voilà. Alors qu'un mec comme le Big Show, il se posait pas la question. Il va bah oui, Non, allez, je turn. Je c'est heel vrai que turn ou je face turn? Attends, là, je suis heel ou face là maintenant? faut juste se souvenir de l'alignement, ouais, c'est tout. Je big turn, c'était le big turn. Voilà. Donc on a un match donc entre Dolph Ziggler et Kalisto. Alors pareil, un Dolph Ziggler très frustré hein, toujours, et ça se ressent dans son match. Évidemment son moveset, pareil, s'en ressent. Hein, il travaille beaucoup plus lentement, plus méthodique. Hein, on connaît hein, cette façon dont les catcheurs, quand ils amorcent un heel turn ou ils complètent leur heel turn, le moveset change souvent, en Ouais, tout tout cas, à fait. c'est ce que font les bons catcheurs. Et donc, voilà, on a vraiment un Dolph Ziggler qui est plus méthodique, un peu moins flamboyant, on va dire, même s'il a toujours son style hein, bien à lui. Kalisto, lui, évidemment, qui fait des lucha things, comme il dit. C'est ça. On arrive à la fin du match. Dropkick de Dolph Ziggler pour avoir le compte de 2. Mais alors là, à ce moment-là, Dolph Ziggler est pris dans un roll-up Oui. par Non, voilà, Kalisto. c'est ça. Hein, De et crucifix. 1, Ouais. 2, 3. Compte de 3. Donc victoire de Kalisto sur un roll-up. Dolph Ziggler est médusé sous le choc, abattu. Faute d'inattention. Ouais. Faute d'inattention, probablement due à son... Voilà, il est... on va dire, il overthink, il pense beaucoup, là, il est Ouais. un peu perturbé, il sait pas trop où il est. En l'occurrence, là, il était sur ses épaules et Kalisto l'a tenu 3 secondes, donc c'est perdu. Ça se termine comme ça, on ne reverra pas les deux plus tard dans l'épisode. Donc voilà, est-ce que Dolph Ziggler... T'as loupé un truc là. T'as coupé la vidéo. Ah non, T'as non, loupé c'est pas que j'ai coupé la vidéo, c'est que après il y a comment il s'appelle euh, Apollo. Apollo Crews qui intervient donc. Ah oui, parce il y a quand même un long beatdown de Ziggler avant qu'il intervienne, Apollo Crews. Hein. Effectivement, oui, mais bon, voilà, Ah oui. tu as raison. Un long big dance. Ouais, Ah, mais avec la chaise, avec des coups de chaise terribles. Oui, mais excuse-moi, mais Kalisto il se prend des coups de chaise à chaque Ouais, semaine c'est vrai que depuis 6 pauvre mois. Callisto, Alors, toutes les chaises de l'arène ont l'empreinte du dos de Callisto dessus. Donc bon, c'est toi aussi compliqué. repars avec ta chaise avec l'empreinte du Signé, dos de Kalisto. signé par Callisto, par
le dos de Donc, Kalisto. merci Giscal, voilà pour ton suivi. Effectivement, un passage à tabac de Ziggler sur Kalisto à coup de chaise et intervention donc d'Apollo Crews qui vient donc sauver son copain. Tenter de sauver son Finalement, copain, ouais, puisque ça se retourne contre lui. Et voilà, donc vous pourrez également repartir avec des chaises signées du dos d'Apollo Crews. c'est ça. Il se mange également des coups de chaise. Et voilà donc ce qui a fini probablement d'achever le heel turn Oui. de Dolph Ah, Ziggler, là, on y est. puisqu'il s'en est pris vraiment aux deux plus gentils mecs du roster, je pense, sans compter Zack Ryder, mais qui chez le kiné en ce moment. Donc voilà. Donc une petite triple rivalité là entre les trois. Donc ouais, c'est plutôt une bonne opération pour les trois impliqués, t'as raison. Bah, Ziggler parce que son heel turn, donc heel turn, nouvelle direction, il a des nouvelles choses à faire. Et puis justement des nouvelles choses à faire, c'est plutôt bien pour des gens comme Kalisto et Apollo Crews. Donc dans l'ensemble, on va dire que ouais, c'est plutôt une bonne opération pour le trio. Par contre, après, c'est vrai que ce qui est clairement intéressant dans l'histoire, c'est le heel turn de Dolph Ziggler. On était resté la semaine dernière sur un Dolph Ziggler qui avait pété un câble, mais tout était encore possible, quoi. Il a pété un câble, ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, c'est justement tout l'objet de la petite interview en backstage, puisqu'on lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé, et ce silence qui est plutôt... Bon, on va pas non plus suranalyser tout, mais je trouvais que le silence était intéressant parce que on sentait quand même que, on lui demandait qu'est-ce qui s'est passé, Dolph, expliquez-nous. Lui, il répond pas parce que on voit qu'il est un peu encore déchiré, il sait pas trop ce qu'il veut, il sait qu'il en a, manifestement, on voit qu'il en a marre, mais est-ce que vraiment il a envie d'aller jusqu'au bout de ses intentions destructrices comme ça? Et puis même pendant tout le beatdown après le match, avec la chaise, on voyait, il faisait des grimaces, il se prenait la tête à deux mains, genre, est-ce que Qu'est-ce vraiment que je suis en train de faire? ouais, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais bon, en même temps, il me casse les couilles, là, j'en ai marre, j'ai envie de le défoncer. Je trouve ça beaucoup plus original que le classique pétage de câble avec la tirade du ouais, mais j'en ai marre du public, de toute façon, je fais que de perdre à la preuve que j'ai pas besoin d'eux, donc je vais m'occuper de moi, des trucs comme ça. Ça, c'est entendu, convenu, donc je trouvais que c'était plutôt original. Voilà, on va voir comment ça évolue dans les prochaines semaines, mais c'était plutôt bien fait. Et le public était, comme tu l'as dit, le public était très chaud pendant cette séquence, donc ce qui prouve que, en tout cas, ça suscitait l'intérêt. Donc voilà, je trouve que c'était plutôt efficace pour de la mid-card. Ça peut être plutôt divertissant. Et puis un trio comme ça, c'est assez original comme feud, on va dire, un heel contre deux face. Ouais, bon, à suivre. En tout cas, effectivement, ça peut donner, ça donne des histoires pour un peu tout le monde. En tout cas, pour ceux qui n'en avaient plus trop, je pense notamment à Apollo Crews. Ouais. Donc, ouais, c'est à suivre. On arrive au main event. Oui. Donc, on nous l'avait teasé la semaine dernière. C'est un main event qui oppose, donc un match qui oppose le Baron, Monsieur le Baron, à nul autre que John Cena. Donc, un match assez mystérieux avant qu'il commence. On se demande bien ce qui va en ressortir parce que le Baron a connu ces dernières semaines un push assez stratosphérique dans les standards de SmackDown évidemment. Il a participé à un main event pour le titre. Il est venu après, interrompre John Cena et Jay Styles, donc venu chauffer les deux, en particulier John Cena. Donc ce qui lui a valu ce match, tout en annonçant qu'il gagnerait le Royal Rumble. Donc il occupe l'espace, le Baron, et donc ce soir il a un match contre John Cena, qui est donc son premier match depuis son retour, ce qui n'est pas rien. Sauf que voilà, le match, c'était pas un match incroyable, c'est un match de 11 minutes. Les deux ont fait parler leur force. Alors, c'est assez bizarre parce qu'il y avait AJ Styles à ce moment-là qui était au commentaire, évidemment, pour garder AJ Styles toujours dans les parages. Et en fait, Baron Corbin a basiquement passé 80% de son temps à parler à AJ Styles en lui disant regarde ce que je sais faire, regarde comment je vais m'occuper de John Cena, après je viendrai pour toi. Sauf que pendant ce temps-là, il se battait pas contre John Cena.
John Cena a rapidement montré des signes de... Enfin, il a vraiment porté, scellé les attaques, les quelques attaques de Baron Corbin, parce que pendant ce temps-là, John Cena restait à terre. Hey. Enfin voilà, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'affrontements purs entre les deux. On a quand même eu droit à leur move habituel, notamment comment ça s'appelle, le Six, comment il appelle Six Deep, là, non? le C'est Six ça? Deep, ouais, même si visiblement ils n'étaient pas d'accord dans les commentaires entre AJ Styles et je sais plus, ça devait être JBL. Ouais. Voilà, Bon. John Cena nous a offert encore un tornado DDT là depuis la deuxième ou troisième corde. Voilà, donc toujours pour nous montrer que John Cena en a encore sous le coude. Et c'est à peu près tout quoi. C'est tout. Ouais. En move, parce que le reste c'était un peu voilà, c'était très lent. Il y a eu un moment Baron Corbin qui a fait son petit move où il glisse à l'extérieur du ring et il revient, sauf que il a été contré par John Cena. Et ça se finit par un double A. Et John Cena gagne quoi. Il gagne sur sa première tentative de double A. Donc 11 minutes. Et puis après voilà le fin de l'épisode avec John Cena qui est debout sur les cordes, voilà, pour célébrer sa victoire avec le public, et AJ Styles qui lui se met debout sur la table des commentateurs, brandissant la ceinture. Donc les deux se toisent, se donnent rendez-vous pour Royal Rumble. Donc c'est bien, on a donné une victoire à John Cena et je pense que c'était la bonne chose à faire, parce que on a un main event important à builder pour le Royal Rumble. Par Exactement. contre, la méthode, le match et Baron Corbin, c'était, j'ai trouvé ça vraiment nul quoi, vraiment nul, parce que Baron Corbin là, il est retombé d'un coup par rapport à sa prestation qu'il a faite les 2 ou 3 dernières semaines. On est mais en dessous du compte. Il sait faire mieux. John Cena sait mieux faire. Ok, il revenait et tout, mais on aurait pu avoir un match un peu plus serré entre les deux. Éviter tout ce trash talk et ces 3 ou 4 moves qu'on a eu et emballer, c'est pesé. Giscal, toi l'expert la matière étant John Cena, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est dans ce main passé, event? il s'est passé que John Cena est revenu en force, quoi. Enfin, non, mais euh, Je il est ne revenu vois en pas le force. problème, il n'y a pas de Euh, problème. Il n'y a aucun problème. Non. Euh, bon, la méthode, oui, la manière aurait pu être autre. Le résultat est très logique. Enfin, John Cena, Baron Corbin n'est pas du tout au niveau de John Cena encore. Donc, enfin, il y a pas de débat ou de scandale sur la victoire. C'est vrai que cette victoire décisive et sans accroc, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une victoire de John Cena en mode proto-bomb, five knuckle C'est shuffle ça. et attitude adjustment. Tellement que je m'attendais presque à ce que putain ils vont faire. Je me suis dit merde, Baron Corbin va kick out du attitude adjustment parce que on s'attend presque plus à voir des matchs de John Cena finir comme ça parce que C'est c'est ça. vrai que maintenant comme il catch tellement rarement en 1 contre 1 C'est ça. en show hebdomadaire, le plus souvent ce sont des finishes un peu foireux avec des interventions, des choses comme ça et tout. Donc on n'a plus l'habitude finalement de ce final Mm. flamboyant de John Cena. Ou alors c'est Après, toujours face à des adversaires assez prestigieux, oui, toi, voilà, ou Kevin Owens ou Dean Ambrose ouais, ou tout à fait. AJ Styles. Euh, Effectivement, donc tu du coup les ça comprends fait qui kick out quoi. Mais là, ça fait mal. Après, je pense que la défaite en tant que telle fait pas trop mal parce que, enfin voilà, John Cena revient avec non. une toute nouvelle attitude. Il est en feu. Il est dans un programme avec AJ Styles, donc le public accepte assez facilement. Je pense qu'un rookie comme Baron Corbin puisse perdre. Après, moi, j'ai presque envie de dire un peu dans l'analyse que c'est plus
la prestation de Baron Corbin qui était assez quelconque, qui lui fait plus mal qu'autre chose, parce qu'en fait, Baron Corbin avait ici une très très grosse opportunité de montrer qu'il peut il peut rentrer dans la cour des grands. Il est un peu passé à côté. Alors peut-être que John Cena l'a pas aidé non plus parce il sort pas le match de sa vie, hein, ça c'est sûr. C'était un match très quelconque, mais j'ai pas forcément trouvé Baron Corbin non plus extraordinaire. Donc j'ai pas envie de jeter la pierre au booking là-dessus, plus à la prestation des deux hommes. Même Cena, c'est vrai qu'il était pas au top de son niveau et aurait peut-être pu mieux sceller certains trucs ou plus mettre en avant Baron Corbin. Mais bon, voilà, ce dernier est pas exempt de tout reproche et je trouve qu'il est passé à côté de l'occasion de sortir un très gros match à un moment un peu clé. Qui est le début d'année, donc la road vers le Rumble, vers Mania et tout. Voilà, je suis pas sûr qu'il ait tapé vraiment dans l'œil du management avec un match comme ça contre Cena. Non. Mais sur la manière en soi, c'est assez logique, j'ai envie de dire, quoi. Oui, le résultat est vraiment. Enfin, là-dessus, pour moi, il y a même pas de discussion. Le résultat est le bon. T'as raison, John Cena, il a délivré du John Cena, son moveset habituel, en nous plaçant 2-3 moves. Toi, la Tornado DDT, c'est cool de la revoir, toi. Ouais. Et il a quand même sorti 2-3 petits trucs. Et voilà, mais c'est effectivement ils ont perdu trop de temps au début là avec ce trash talk de Baron Corbin sur AJ C'était un peu Styles. long. C'était long. Ils auraient pu s'en passer. Ils auraient le faire ok, mais pas aussi long. Et je sais pas, Baron Corbin, c'est toujours pareil. Quelle est la marge de manœuvre des catcheurs pendant le match? C'est ça, on sait pas. Du coup, si effectivement ils étaient assez libres, bah là, dans ce cas-là, je dirais faute aux deux et surtout Baron Corbin. Là, je suis d'accord avec toi parce que c'est à lui à Je sais pas, sortir le grand jeu, quoi. Et... un peu plus d'impact, un peu plus de punch dans ses prises, montrer que voilà, il est là pour dominer. C'est bien, il a trouvé son personnage de mec qui aime pas perdre, qui s'énerve, qui est très hautain et très imbu de lui-même et qui est sûr Voilà. de pouvoir Donc arriver à après, ce fond, voilà, c'est vrai qu'il redescend un peu sur terre avec cette prestation cette semaine par rapport aux 2 semaines précédentes. On peut pas le nier, il redescend un peu d'un cran. Bon, après, voilà, il y a AJ Styles, John Cena dans le main event de SmackDown en ce moment, et il fait quand même, au final, il fait quand même un segment de main event, un match avec John Cena, ce qui est pas n'importe quoi. Donc, bien sûr. ça reste quand même positif pour lui, je pense, mais voilà, il y avait beaucoup mieux à faire. Je suis d'accord. Dans le déroulé, surtout pour arriver à cette séquence finale très classique, vraiment super Très classique, classique. C'est vrai très classique de que Cena. J'aurais aimé qu'avant il se passe tellement de choses que qu'on puisse plus facilement accepter que ça fonctionne du premier coup, toi. c'est Là, j'ai vrai, eu je du suis mal d'accord. sur le coup à accepter que C'était un Baron peu Corbin, qui est soudain, quand ouais. même un sacré gabarit, se fasse avoir là sur une séquence tellement classique que voilà, j'aurais aimé voilà que toi ils se prennent vraiment un gros coup, enfin que il se passe voilà, dans le déroulé du match, on accepte mieux Ouais. ce final. C'est vrai que c'était plus du cinéma mid-card, on va dire classique, à l'époque où, je sais pas, il y a 3-4 ans, quand il catchait très régulièrement Ouais. et que tu pouvais le retrouver dans un match un peu de mid-card. Il allait sortir à peu près le même type de match. Oui. C'est genre un match un peu accroché contre un mec style Kofi Kingston ou un truc comme ça, tu vois, j'en sais rien, un match assez plutôt accroché, mais qui au final finit par la séquence classique parce que bon, bah, John Cena est plus Mm. fort et tout, machin, machin. Ouais. Là, c'est vrai que ça manquait peut-être un peu de folie pour faire acheter, enfin pour vendre ce final qui fait plus mal que la défaite en tant que telle. Ouais. Ouais. C'est souvent ça en final, hein. Tu as raison. Bon, le Baron. Mais Encore bon, des je me semaines perds pas devant dessus. lui pour Ouais, Baron a toute sa carrière devant lui et tout va bien. voilà. Et puis voilà, une fois qu'il aura gagné le Rumble, c'est l'autoroute hein, jusqu'à C'est WrestleMania. l'autoroute Donc, vers la gloire. Ouais, c'est ça. et ben c'est comme ça que se termine pour de bon cet épisode. On attaque donc le mot de la fin, mon bon Giscal. Donc ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît, pour cet épisode du 10 Alors, janvier. mon flop. Je vais commencer par mon flop parce qu'en fait, mon top, c'est un truc dont on n'a pas parlé. Ah, Euh, dis-moi. rapide. Mon flop, c'est facile, hein, mais le vilain botch du finish de Carmella Hmm, contre Mae Young Jr. Là. hmm. Euh, Horrible, c'est quand même dommage quand on a des occasions, on n'a pas beaucoup de temps d'antenne et tout, de faire des horreurs pareilles.
Bon, voilà. Donc flop. Et mon top, en fait, ça va être comme la semaine dernière, ça va être une promo de John Cena. Puisque c'était la promo backstage de John Cena avant son match. Bon, je vais faire profiter d'une petite digression, on n'a plus beaucoup de temps, mais j'ai trouvé que cette promo était excellente, comme d'habitude avec Cena, hein, mais je trouvais que celle-ci était particulièrement forte. Je trouvais que c'était une promo très vintage dans le style, hein. C'est rare maintenant de voir des promos backstage où finalement c'est juste le catcheur qui regarde droit dans les yeux à la caméra, qui regarde le public et qui dit grosso merdo, je vais tous vous défoncer, mon adversaire ce soir je vais le tuer, je vais reprendre la ceinture et tout. Enfin, c'était du John, vraiment une vintage promo, et puis du John Cena dans le texte. J'ai beaucoup aimé, enfin, le fait qu'il parle de lui à la troisième personne, vraiment comme le Rock. C'était, je pense que c'était pas anodin non plus. Il parlait de lui à la troisième personne, et c'est drôle parce que je trouve que cette promo symbolise, enfin, caractérise vraiment bien le petit changement de personnage de John Cena depuis qu'il est revenu, qui est peut-être finalement qui va peut-être aboutir à la meilleure itération de son personnage depuis beaucoup d'années, parce qu'en fait, il fait presque pas une promo de face, mais il fait pas une promo de heel non plus. En fait, tout ce qu'il dit, c'est je suis le meilleur, recognize, enfin genre John Cena recognize, je suis le meilleur, c'est tout. Et finalement, je pense que c'est ce petit côté un peu edgy, un peu borderline qui manquait à son personnage, et qui a peut-être l'opportunité finalement de réunir toutes les franges du public, parce que une grande majorité du public lui reprochait son côté hustle, loyalty, respect, c'est trop plat, toujours ce côté un peu underdog, mais on n'y croit pas, t'es pas un underdog, John Cena, tu vois, genre Tu parlais de la meilleure itération, ça je crois que c'est la pire itération de oui, John Cena. et pendant des années, il était underdog, même contre des mecs comme on avait presque l'impression que même quand il était contre Rey Mysterio, il était underdog. Donc il était toujours underdog. Et là, finalement, on a un John Cena qui, depuis 3 semaines, il vient, il en a plus rien à foutre. C'est genre, c'est moi le meilleur, je vais vous le montrer, je vais tous vous défoncer. Et on voit qu'il, voilà, en fait, personne n'y croit. Donc là, il sait que c'est une méga star, il l'assume ouvertement. Et je pense que finalement, c'est peut-être la meilleure façon de rallier tout le monde derrière lui. Ce qui est assez ironique, puisque finalement, les Smart pourraient in fine se rallier derrière un John Cena qui assume ouvertement tout ce qu'on lui reproche, en fait, puisque c'est Cena qui défonce tout le monde C'est et là qui où il est le bénéficie meilleur, hein, de toute façon. qui bénéficie des privilèges et tout ça. Et finalement, c'est en embrassant complètement ce côté-là qu'il va peut-être acquérir toutes les faveurs du public. Donc voilà, c'était très drôle. Sur le moment, ça m'a fait penser à une promo de CM Punk d'il y a quelques années, où quand ils étaient en feu tous les deux, et que CM Punk lui disait écoute, arrête de te prendre pour les Boston Red Sox ou je sais plus quoi, enfin une équipe en fait qui est constamment considérée comme l'underdog. Il dit t'es les putains de Yankees, John Cena, tu vois, genre Oui. t'es les putains de Yankees, t'es l'équipe qui domine tout. Et le John Cena d'il y a 4 ans lui avait mis une droite dans la tête, et avait rien dit. Bah tu vois, je pense que le John Cena de cette année, si on devait refaire la promo, il se contenterait de lui dire mais t'as putain de raison, ouais, je suis les Yankees et je vais te défoncer, mec, et tout. Et genre ouais, et c'est ça qu'on préfère. Assume, quoi, ouais. Voilà. Qui embrasse complètement. Et en plus, il est bon, il sait faire ce genre de promo, en Et particulier avec l'interaction avec le public. Donc, exactement. Donc voilà, c'était 3 petites minutes qui, je trouve, étaient très symboliques et excellentes, vraiment. Voilà. Donc bon. Et puis ma note, je vais donner 3,75. Étrangement, je vais donner un petit peu en dessous que ma note habituelle, pour la simple et bonne raison que c'était toujours très très bien, tout avance, mais on était clairement en deçà niveau catch. Il y avait quand même pas mal de petits loupés à droite à gauche dans les matchs et tout. Ouais. Donc voilà, un petit peu moins bien que d'habitude, néanmoins, ça file, quoi. Ok, bah écoute, moi mon top, c'est le match tag team. Particulièrement la prestation. Non, les quatre étaient super bons, tout le monde était bon. Euh, Et mon flop, bah, c'est le main event du coup, c'est ce match où justement les deux, enfin voilà, ils sont passés à côté. Et bah le fait d'en avoir parlé avec toi, bah je vais mettre ma petite mention spéciale pour le Baron parce que c'est à lui de prouver qu'il a sa Ah place. oui, oui, c'est à lui de C'est à faire lui le de boulot, pas hein. louper le coche. À SmackDown, il y a trop de, on en connaît quelques-uns ou des équipes, etc. Elles ont eu l'occasion de briller, même si c'est 2, 3, 5, 10 minutes, que ce soit en début de show ou en fin de show. Tu as du temps d'antenne, là tu te retrouves face à John Cena, t'as raison, faut pas te manquer. Et là, il s'est planté quoi, il s'est planté. C'était mauvais, c'est pas que c'était mauvais, c'était juste trop C'était anecdotique, trop banal, moyen, voilà, ouais, banal, voilà. sans Donc saveur. voilà, sans saveur, donc frustrant. Donc
Baron, je t'adore. On t'aime ici au supplément. Allez, vas-y, Baron. Mais voilà, hein, il faut. Demain est un autre jour. Et ma note, bah moi ce sera 3. Toi, c'est pareil. Tu peux. Bon, ça reste une bonne note, mais Ouais, voilà, pour les mêmes, je les comprends, mêmes je choses que tu comprends. as dites, évidemment. Bien, et ben c'est ainsi que se termine ce nouveau supplément SmackDown. Je vous remercie toutes et tous une fois de plus de nous suivre chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Vous pouvez nous suivre Ah, bien sûr. sur YouTube. Car dorénavant, en plus, il y a de la vidéo de temps en temps. Ah. En tout cas, au supplément SmackDown, on en fait. On fait tout mieux, Euh, de toute façon. et voilà, sur YouTube, sur iTunes, sur PodCloud pour l'audio, abonnez-vous évidemment, sur Facebook pour ne rien louper, venez sur les Cahiers du Catch pour découvrir tous les articles fabuleux qui sont écrits pour les Cahiers du Catch Awards, Mm. la ceinture de plomb, on peut encore toujours voter, je crois, pour désigner Je pense qu'on peut encore voter. Ouais, ouais. le flop de l'année, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Giscal. Merci, Irem. Et je vous souhaite donc une bonne semaine et un bon week-end plein de catch. À la semaine prochaine. Salut! Salut! Mon son est-il net? Ton son est net. Oui, ton son est parfait.